Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Dans le dernier espace commentaire, nous avons brièvement évoqué les FRB. Ces sursauts radio, découverts en 2007, intriguent fortement les astrophysiciens. Leur source semble presque toujours extragalactique, ce qui signifie que ce sont des émissions très puissantes. Certains de ces signaux auraient voyagé sur des milliards d'années-lumière avant de parvenir jusqu'à nous. Dans certains cas, il est possible de détecter un sursaut isolé, tandis que dans d'autres, les FRB se répètent, parfois selon des cycles réguliers. Cela semble pointer vers plusieurs phénomènes différents, et il faudrait donc chercher plusieurs explications aux FRB. L'une d'entre elles a peut-être déjà été identifiée. L'année dernière, un FRB a pour la première fois été détecté dans la Voie lactée. Son origine a pu être tracée, elle correspond à un des rares magnétars connus dans notre galaxie. Dans certains cas au moins, il semble donc qu'on puisse marier FRB et magnétar. Beaucoup plus loin de nous, FRB 121102 est une des sources les mieux connues de ces sursauts. Elle est observée depuis 2012, ce qui a notamment permis de mettre en évidence un cycle de 157 jours. La source est muette pendant 67 jours, puis subit une période d'intense activité qui dure 90 jours avant que le cycle ne se répète. Lors de sa période d'activité, elle émet des sursauts très fréquents, parfois plusieurs dizaines par jour. Il semble d'ailleurs que cette activité intense était jusqu'ici sous-estimée. Une équipe chinoise, travaillant avec le radiotélescope FAST, la plus grande antenne sphérique du monde, vient de publier des résultats concernant l'observation de ce FRB au cours de l'automne 2019. Ils n'ont pas détecté quelques dizaines de sursauts, mais 1652 en 60 heures d'observation, répartis entre le 29 août et le 29 octobre de cette année. Au plus fort de l'activité, c'est 122 sursauts qui ont été détectés en une heure, un record pour une source de FRB répétée. Comme cette dernière est distante de 3 milliards d'années-lumière, chacun de ces sursauts est d'une puissance considérable. Il faut imaginer toute l'énergie émise par le Soleil en une année libérée en 1 milliseconde, et ce, plusieurs dizaines de fois par heure. Ces détections ont en tout cas permis de mieux caractériser le phénomène. D'après les chercheurs chinois, FRB 121102 aurait un cycle de 156,1 jours, soit un tout petit peu plus court qu'estimé jusqu'ici. Ils distinguent aussi deux types de sursauts venant de la source. Les plus faibles semblent être émis de manière très aléatoire, tandis que les plus forts apparaissent plus réguliers. Au-delà du cycle long de la source, les séries de FRB ne semblent cependant pas avoir de périodicité. Aucun motif particulier n'émerge sur des périodes allant de la milliseconde aux milliers de secondes. Cela semble écarter l'hypothèse que la source serait un objet compact en rotation, comme un trou noir ou une étoile à neutrons. FRB 121102 ne serait donc peut-être pas issu d'un magnétar, comme son cousin de la Voie lactée. C'est en tout cas un phénomène extrêmement énergétique, ce qui limite le champ des possibles. Les astrophysiciens chinois comptent poursuivre leur étude de ce FRB. En se concentrant sur ces périodes d'activité, ils espèrent pouvoir identifier des motifs de courte période, ce qui donnerait des indices quant à la nature de la source. Les FRB sont donc loin d'avoir livré tous leurs secrets, et restent un des mystères de la radioastronomie, aux côtés de l'objet Dandy dont on parlait dimanche. Allez, on revient maintenant sur Terre et même en France où il se passe beaucoup de choses côté spatial. Le 12 octobre, le plan France 2030 a été dévoilé par le gouvernement. Il contient un volet spatial qui devrait bénéficier d'un investissement d'1,5 milliard d'euros, notamment en faveur des entreprises du New Space. Un des buts recherché est de favoriser le développement de micro-lanceurs réutilisables dans le pays d'ici 2026. Cela tombe bien, puisqu'il y a justement plusieurs sociétés françaises qui travaillent sur ces problématiques. Si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous les connaissez déjà. Venture Orbital Systems est par exemple une entreprise rémoise qui a été créée en 2019.
La semaine dernière, elle a inauguré une usine de production de 1700 mètres carrés. Elle va servir à assembler la fusée Zephyr, un micro-lanceur d'une quinzaine de mètres de long qui doit permettre de placer jusqu'à 70 kg en orbite à chaque tir. Ce mini-format est pensé pour le marché des nanosats. Zephyr devrait servir 2 à 3 clients maximum à chaque vol, ce qui permet d'imaginer des lancements ultra personnalisables. Venture Orbital Systems est encore en phase de développement, mais vise un premier lancement en 2024 qui donnerait lieu à une industrialisation rapide de la fusée. L'objectif d'un lancement par semaine autour de 2026-2027 est ainsi affiché. Voilà un plan qui devrait séduire l'Elysée. Hybrid Propulsion for Space est une autre entreprise bordelaise qui travaille aussi sur une solution de micro-lanceur. Elle vient de recevoir un contrat de la part du CNES pour continuer le développement de son moteur hybride ultra innovant. Cela fait suite à la mise à feu d'un premier prototype dénommé Joker, qui comme vous le voyez sur ces images, pourra être équipé d'une tuyère Aerospike. On a en tout cas hâte de voir la suite des essais. Il n'y a évidemment pas que le New Space qui bouge en France. Ariane Espace, l'acteur historique, vient pour sa part de réaliser un lancement très important le 24 octobre. Pour son 111e tir, Ariane 5 a propulsé 2 satellites vers l'orbite géostationnaire, pour une masse cumulée de 10 264 kg. L'une des 2 charges utiles est Syracuse 4A, un nouveau satellite de télécommunication à destination des armées françaises. Dans un contexte de militarisation de l'espace, il doit permettre des débits accrus et une meilleure résistance au brouillage. Un deuxième satellite de la même famille, Syracuse 4B, viendra compléter le dispositif. Pour Ariane 5, ce succès confirme que la fusée est prête pour le point culminant de sa carrière. En effet, sa prochaine mission, qui aura lieu le 18 décembre, sera le lancement du télescope spatial James Webb. Ce dernier a occupé une bonne partie du budget et des efforts de la NASA au cours de la décennie passée. Il ne lui reste plus qu'à voyager jusqu'à son lieu de travail, le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Et c'est Ariane 5 qui doit se charger de donner l'impulsion de départ. Il sera ensuite temps de faire place à sa petite sœur, Ariane 6, qui est attendue pour l'année prochaine. Ariane Group et les autres acteurs du spatial français vont pouvoir s'appuyer sur les investissements de France 2030 pour préparer l'avenir. Cela va probablement donner lieu à de nouveaux projets passionnants qu'on a hâte de découvrir sur cette chaîne. Si vous êtes en France et passionné d'espace, vous serez d'ailleurs intéressé par le festival Explore Espace que l'Association française d'astronomie organise les 5, 6 et 7 novembre au Beffroi de Montrouge, en région parisienne. Vous pourrez y découvrir des expériences interactives, des conférences animées par des scientifiques de premier plan, et vous pourrez même jouer à Apogée, notre jeu de société, avec nous, puisque nous serons présents. Le point culminant du week-end sera une conférence donnée par Charlie Duke, 10e homme à avoir marché sur la Lune. C'est probablement une des dernières fois que nous aurons l'occasion de rencontrer un des acteurs du programme Apollo en France. Et pour couronner le tout, l'événement est gratuit sous réserve de places disponibles. Pour aider à financer la venue de Charlie Duke, l'AFA organise un cocktail puis un dîner en petit comité avec cette fois des places payantes. Si vous voulez dîner à la même table qu'une des légendes de l'exploration spatiale, vous pouvez réserver grâce au lien qui est en description. Sinon, on espère vous voir nombreux pour ce week-end d'exception. D'ici la fin de la décennie, une nouvelle génération d'astronautes devrait justement prendre la relève d'Apollo, grâce au programme Artemis. On va voir les préambules de cette aventure dans les mois qui viennent avec la mission Artemis 1. Il s'agira d'un test sans équipage de la fusée et du vaisseau qui serviront à ce nouvel élan lunaire. La NASA vient de communiquer une nouvelle date visée pour le décollage. Comme on pouvait s'y attendre, la mission est décalée à l'année prochaine. L'agence spatiale américaine souhaite faire décoller Artemis 1 en février au mieux. Ces quelques mois de répit vont servir à mener des tests sur l'architecture, qui est maintenant complète. Le vaisseau Orion et la fusée SLS sont montés l'un sur l'autre dans leur configuration finale. Si tous les essais se passent bien, la date de février devrait tenir. Faire voler une nouvelle fusée pour la première fois n'est jamais une simple affaire. C'est la Corée du Sud qui nous l'a prouvé la semaine dernière avec le test d'un nouveau lanceur dénommé Nuri. Le 21 octobre, le véhicule de 47 mètres de haut a décollé en direction de l'orbite héliosynchrone, avec sous sa coiffe un simulateur de masse d'1,5 tonne.
Le début du vol s'est bien déroulé, mais le 3e étage a connu un arrêt prématuré, ce qui a empêché la charge utile d'atteindre sa vitesse orbitale. Elle a tout de même atteint l'apogée visée à 700 km d'altitude. Un travail d'enquête a maintenant démarré pour déterminer l'origine du dysfonctionnement. Son issue déterminera quand Nuri pourra faire une nouvelle tentative de vol. À travers ce lanceur, la Corée du Sud affiche des ambitions de plus en plus grandes pour son secteur spatial. Le pays devrait lancer son premier orbiteur lunaire l'année prochaine sur une Falcon 9. La fusée Nuri serait utilisée pour donner une suite à cette première mission, en lançant un atterrisseur et un rover lunaire avant 2030. Le pays espère aussi tirer plus d'une centaine de satellites de toute taille depuis le sol national. Une fois opérationnel, Nuri aura donc du pain sur la planche. Voilà qui confirme en tout cas que la démocratisation de l'espace continue auprès de pays et d'entreprises pour qui ce secteur était hors de portée voilà seulement 10 ans. Il va donc falloir que nous aussi nous gardions un œil sur tous les continents pour vous apporter ces informations dans DNDE. Et nous voici arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 7 novembre à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.